Merci. Nous allons maintenant passer à notre quatrième intervenant, Arthur Keller, lui qui est Nouvelle Donne Climat et qui va nous parler des solutions et des limites des solutions. Ce qui est d'ailleurs dans le prolongement de ce qu'on a évoqué avec Jean Jouzel. Oui, bonjour. Donc moi je suis coordinateur de chez Nouvelle Donne des travaux avec Laurent qui est là-bas, des travaux de la commission environnement et soutenabilité, qui sont des travaux qui s'intéressent évidemment à la question climatique, évidemment à la question énergétique, mais d'une manière beaucoup plus large que ça, à peu près tout ce qui touche aux activités humaines, donc c'est très transverse. À côté de ça, je suis conférencier sur la question climatique d'une part, et d'autre part sur la question des limites du système, des limites de la société, et des limites des solutions dont on nous parle. C'est-à-dire que je pense qu'il est tout à fait utile de donner de l'espoir aux gens, notamment parce qu'il faut susciter des investissements. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus se tromper de diagnostic, donc il faut essayer d'être le plus nuancé possible quand on va s'extasier sur telle ou telle solution, alors en oubliant parfois très, très complaisamment les limites. Voilà. Donc concrètement, on m'a demandé aujourd'hui d'être le rabat-joie de service. Je vais m'en faire un plaisir. Il y a donc une imbrication extrêmement forte, on l'a vu ici, ce n'est pas pour vous contrer, hein, on a vu ici, il y a une imbrication extrêmement forte de la problématique énergétique et de la problématique climatique. Néanmoins, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'énergie dans la question de climat. Aujourd'hui, c'est une table ronde sur le climat, et comme c'était Jean Jouzel qui l'avait dit, si on peut attribuer la responsabilité globalement des problèmes climatiques qu'on a aux trois quarts à la question énergétique, il y a aussi un quart qui revient, même un gros quart qui revient on va dire à l'usage des sols, que ce soit l'agriculture ou la foresterie, ou voilà, le changement d'usage des sols. Et donc ça, il faut en parler également un petit peu, parce que je vais un petit peu élargir le sujet aussi. Alors, ce que je voulais dire pour commencer, c'est qu'on est dans une situation qui est très complexe et qui est très problématique, dans le sens où on est pris en étau entre deux écueils. D'un côté, on a un développement humain qui est vraiment exponentiel. Si vous voulez, on a eu ce développement humain, c'est la révolution industrielle qui a eu lieu, ou les révolutions industrielles, la révolution verte, les 30 glorieuses, la mondialisation. Tout ça, on ne l'a que grâce aux énergies fossiles, et essentiellement au pétrole. Et on est complètement accro, dans le sens où, si la société n'a pas seulement du pétrole, mais si la société n'a pas un flux continu de pétrole abordable, en fait, dans une certaine limite, ni trop cher, sinon les gens ne l'achètent pas, ni trop peu cher, sinon l'industrie s'effondre. Si on n'a pas ça en permanence, alors on atteint vraiment des limites de cette société qui est construite par le pétrole, organisée, même les villes, même si c'est moins qu'aux États-Unis, en France sont aussi organisées, et toutes les activités en fonction de cette disponibilité de pétrole. Voilà. On l'a vu aujourd'hui, si vous voulez, 91% en France des transports fonctionnent au pétrole ou aux dérivés pétroliers. Au monde, c'est plus que ça. C'est même entre 94 et 97% selon différentes estimations. Et puis, au niveau mondial, c'est entre 80 et 85% de l'énergie, pas l'électricité, hein, l'énergie qui vient des fossiles. En France, c'est moins que ça. On est à peu près à 2 tiers, ou 60% ou 2 tiers, ce qui est à peu près au niveau européen. Donc on se rend bien compte, en réalité, que pour qu'il y ait une bonne marche de cette société, il faut qu'il y ait une bonne marche du secteur énergétique, de sa capacité à nous donner ce dont on a besoin pour fonctionner. Donc ça, c'est quand même une énorme contrainte. Et puis il y a une autre contrainte de l'autre côté, qui est, comme je disais, une espèce d'étau, c'est qu'il faut décarboner. C'est-à-dire que malheureusement, ce secteur dont on est extrêmement dépendant, il est hyper émissif en carbone. Or, si on ne veut pas niquer le climat et nous projeter dans un monde qui va devenir invivable, peut-être au premier sens du terme d'ailleurs, remettre en cause les conditions de, peut-être pas toute la vie, mais en tout cas une grosse partie de la vie sur Terre, il faut arrêter de consommer. Et donc, plus on attend, or on a déjà beaucoup attendu, plus notre marge de manœuvre se réduit, elle se réduit extrêmement rapidement. Donc voilà un petit peu le gros dilemme face auquel on est confronté. Alors il y a une transition énergétique qu'il faut mettre en place. Je parlerai de l'agriculture juste après, qu'il faut mettre en place. Et donc il faut revoir notre rapport à l'énergie. Il faut revoir d'où on tire notre énergie, sous quelle forme on l'utilise, pour faire quoi, quelles sont les finalités de cette énergie, dans quelle quantité on les utilise. Il faut produire mieux, il faut produire différemment, il faut en consommer, en dépenser moins.
Quand je dis dépenser moins, ça nous concerne tous ici. On est pour la plupart d'entre nous des utilisateurs finaux, mais ça concerne également évidemment tout ce qui est en amont, c'est-à-dire les entreprises, mais l'État également, pour ce qui est des consommations intermédiaires d'énergie, donc l'énergie grise dont tu parlais tout à l'heure notamment. Donc c'est évidemment toute la société qui doit s'y mettre. Et pour ça, il faut reconcevoir complètement notre système de production donc énergétique pour assurer la fourniture énergétique, c'est-à-dire éviter une forme d'effondrement. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce mot-là, mais enfin, une forme de panne de la société, et en même temps, sans détraquer davantage le climat au passage, si possible. En tout cas, le moins possible. Alors, il faut remplacer les systèmes existants. On parle d'énergie renouvelable, c'est très bien. Il faut quand même bien se souvenir d'une chose. Les énergies sont renouvelables, pas les convertisseurs technologiques. Les radiations solaires, on en a autant qu'on veut. Ça, c'est déjà super. Le vent, on en a a priori autant qu'on veut. Les forces marémotrices, patati patata. Les convertisseurs eux-mêmes ont une durée de vie limitée. Quand je dis les convertisseurs, c'est les éoliennes, c'est les cellules photovoltaïques, etc. C'est pour ça que quand on dit qu'il n'y a pas de problème technologique, on a les technologies, moi je mets un petit bémol là-dessus. Je dis on les a, mais les a-t-on durablement? Jusqu'où peut-on maintenir? Voilà, parce que derrière, il y a des contraintes, je vais en parler aussi, sur la disponibilité de matériaux, sur l'obligation d'avoir une infrastructure et un certain nombre de services qui fonctionnent parfaitement pour être capable d'organiser ce système de production énergétique dans le temps. Et là, je parle plutôt de longue durée, je parle au-delà, enfin, jusqu'à la fin de ce siècle et au-delà. Voilà. Et quoi qu'il arrive, il faut bien se dire la chose suivante. Et ça, c'est quelque chose dont on parle très peu, et pourtant, c'est extrêmement important. Si nous arrivons, c'est possible encore, difficile mais possible, si nous arrivons à faire cette transition énergétique vers les renouvelables, ce ne sera pas la même société. Nous ne vivrons pas dans la même société. On ne peut pas garder nos vies telles qu'elles sont, nos boulots, nos hobbies, pas nos lobbies, nos hobbies tels qu'ils sont, consommés comme on consomme, avec uniquement des renouvelables. Il va falloir déjà, en part absolue, il va falloir baisser notre consommation, c'est une première chose, et puis un certain nombre de choses qui sont juste plus possibles. On ne va pas rentrer dans le détail, ce serait intéressant, mais c'est pas la même société. Un peu de détail quand même, qu'est-ce qui ne serait plus possible? Le transport, déjà, il va falloir le réduire beaucoup. J'entends transport aérien là, et évidemment, le transport aérien, ça va être super chaud. Le transport aérien, juste, moi je m'intéresse pas mal à l'aviation, etc. Ouais. Je ne sais plus quelle personne connue me disait la dernière goutte de pétrole sera pour les avions, parce qu'effectivement, c'est la dernière machine qu'on puisse transformer, parce que c'est pas Solar Impulse qui donne aucune indication. Enfin, je veux dire, c'est une personne trimballée à 15 km/h. Donc ça, c'est pas jouable. Mais quelles sont les autres contraintes dans l'aviation? Moi, je pense que la dernière goutte sera utilisée dans un tank, personnellement. Voilà. Et bon, on verra bien. On verra bien. Et de toute façon, quand on parle de la dernière goutte, attention, une fois de plus, on ne parle pas de la dernière goutte qui est dans le sol. On ne l'aura jamais, celle-là. Il va toujours rester du pétrole dans le sol. Le problème, il y a une dimension géologique à cette limite des ressources, notamment fossiles. Néanmoins, ce qui est en jeu ici, c'est pas quand on aura puisé les dernières gouttes de pétrole, c'est quand on sera capable de fournir à la société une certaine énergie tirée à partir du pétrole. Il faut savoir que tous les pétroles ne sont pas égaux non plus. Ils n'ont pas tous la même densité énergétique. Donc entre un baril de brut qui sort d'Irak et un baril de sable bitumineux, ce n'est pas la même quantité d'énergie. Donc on ne peut pas faire autant de choses dans le deuxième cas que dans le premier. Ce qui compte pour nous au final, c'est la quantité d'énergie nette utilisable. Et ça, c'est en tendance baissière. Ça va l'être très vite, je pense, puisque c'est déjà en tendance baissière au niveau mondial, à l'exception des gaz de schiste, des huiles de schiste américains, qui sont les seuls qui permettent de maintenir la production pétrolière par jour. Voilà. Mais sans ça, on est sur une tendance baissière au niveau mondial. Il y a juste un ou deux pays qui ont encore de la marge de manœuvre. Tous les autres pays sont en chute. Passons, parce que ce n'est pas le sujet en réalité. Mais quand je dis qu'il va falloir changer de société, c'est effectivement les transports qui ne sont pas les mêmes, c'est la consommation qui n'est pas la même. Je vous le dis tout de suite, il va falloir arrêter de becqueter de la viande à tous les repas. Il va falloir le faire. Qu'on soit animaliste ou pas n'est pas la question. C'est quelque chose dont on commence à parler maintenant depuis quelques années. Il va falloir le faire, c'est une catastrophe absolue. En termes de dégagement de gaz à effet de serre, notamment. Les solutions technologiques, aujourd'hui, elles concernent essentiellement, pas que, mais elles concernent essentiellement l'électricité. Mais le problème électrique, c'est 18% grosso modo du problème énergétique. Tout le reste, il va falloir, pour qu'on puisse changer, il va falloir changer nos modes de vie. Donc c'est donc un changement culturel et pas seulement technologique, bien sûr. Alors,
il y a, comme je disais, pour ça, pour moi, il faudrait sortir, c'est facile à dire, hein, d'une logique de compétition et de transgression des limites perpétuelles qui nous pousse, qui est un système, donc, qui nous pousse à aller, comme ça, transcender les limites, et même on en est fier, on en fait une vertu. C'est une erreur fondamentale. Bon, comme je dis, c'est facile de dire qu'il faut changer ça, mais il faudrait se mobiliser pour essayer de changer ça. Alors le problème qu'on a, je dis, c'est que pour faire cette transition vers les renouvelables, il nous faut des fossiles. C'est bien un problème. On fonctionne encore beaucoup avec des fossiles, donc il va falloir encore en brûler pour être capable de produire ainsi un nouveau système qui, lui, n'en brûlera plus. Et donc, on voit bien que ce n'est pas en claquant des doigts qu'on arrête d'en consommer. À côté de ça, il nous faut également des matériaux. Or, et c'est là qu'on touche à un des nœuds du problème, il y a une double spirale, en fait une double exponentielle, entre d'une part les matériaux disponibles, certains matériaux, pas tous, certains matériaux disponibles, notamment pour fabriquer, que ce soit les éoliennes qui aujourd'hui, par exemple, ont du néodyme dopé au dysprosium à l'intérieur, ce sont des choses qui sont pas infinies. Et également, la plupart des cellules photovoltaïques aujourd'hui, il y a toujours un nœud d'approvisionnement possible dans les décennies qui viennent sur un des composants, enfin une des substances qui sont utilisées là-dedans. On a donc un problème d'énergie. Il faut de plus en plus d'énergie pour aller chercher l'énergie, parce que ce qui était facile à avoir, on l'a déjà pris. Il faut de plus en plus d'énergie pour aller chercher les matériaux. Il faut de plus en plus de matériaux pour aller chercher les matériaux, et de plus en plus de matériaux pour aller chercher l'énergie. Quand on met tout ça à la chaîne, nous sommes, comme je disais, dans une double exponentielle. Si on n'avait que le problème énergétique, on pourrait le résoudre, je pense. Si on n'avait que le problème des matériaux, on pourrait le résoudre, je pense. Le fait qu'il y ait les deux en même temps nous met face à une situation dont il ne faut pas sous-estimer l'ampleur. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est que jusqu'ici, on se satisfait d'un flou artistique. On est il y a beaucoup de... Si vous voulez, tous les 3 mois ou tous les 2 mois, on va s'extasier pour une solution technologique, comme si ça y est, ça allait résoudre tous les problèmes. C'est une naïveté terrible. Donc, il faut de la rigueur. Il faut beaucoup plus de rigueur que ce qu'on y met aujourd'hui. On est dans un monde qui a été construit pour gérer l'abondance. On entre dans un monde de raréfaction, et l'âge des raréfactions, il ne fait que précéder l'âge des pénuries. Et on n'est pas du tout câblé pour affronter ça aujourd'hui. Le problème climatique, c'est un problème de ressources, comme je disais, c'est aussi un problème, c'est lié à un problème de ressources, c'est aussi un problème de sécurité. Aujourd'hui, donc, la France, vous l'avez dit déjà, importe à peu près 100% de son pétrole, et en plus, il les importe de régions dont on n'est absolument pas capable d'assurer la stabilité dans les décennies qui viennent. Donc, quid de la stabilité de l'approvisionnement? Et que se passerait-il si le robinet ne faisait que diminuer? Bon, on peut rogner sur un certain nombre d'usages dispendieux de l'énergie, de gaspillage, mais peut-être pas tant que ça. Réduire notre dépendance donc au pétrole, c'est important pour une question de sécurité aussi. Et il faut le faire tant qu'on le peut. Et je ne sais pas quelle est la fenêtre de tir dont on dispose, mais là, elle aussi, elle se réduit au fil du temps. Donc c'est une question géopolitique également, comme c'est ce que je voulais dire. Alors donc, aujourd'hui, c'est quoi la réalité de la transition énergétique? Et si je vous disais que moi je trouve qu'il n'y en a pas vraiment de transition énergétique? Je vais vous choquer. C'est-à-dire je trouve qu'il y a de très bonnes idées, il y a des bons scénarios, il y a des choses qui se font. Bon, ok, très bien, ça se développe, et même ça se développe beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait imaginé. Dans l'éolien, dans le solaire, ce sont des taux de progression annuels qui sont incroyables. On reste quand même sur des petites quantités. Ce qu'il faut regarder, c'est la quantité d'énergie globalement. Comment elle évolue sur Terre. Pourquoi? Parce que je rapporte ça au climat, et que le climat, bon, même si 93% du réchauffement va dans les océans, et 1 seul % dans l'atmosphère, on a une seule atmosphère, il faut raisonner au niveau global pour ce qui est du climat. Et au niveau global, entre 2000 et 2015, la capacité de production additionnelle de charbon est 35 fois supérieure à la capacité additionnelle de photovoltaïque. Voilà. Et un peu plus de 10 fois supérieure à la capacité additionnelle d'éolien. Est-ce que tout le monde a compris ma phrase? Je vois des gens qui font des drôles de tête. On a rajouté des capacités de production, c'est-à-dire qu'en fait, déjà, c'est ça le premier problème. C'est que
dans ce qu'on appelle la transition énergétique. Une vraie transition énergétique, ce serait remplacer ce qui est mauvais par ce qui est meilleur. Ce serait remplacer les fossiles par des choses qui ne sont pas polluantes. Dans les faits, on remplace un peu, mais très peu. On rajoute surtout des capacités de production additionnelles. Donc c'est hop, vers l'infini et au-delà, on veut consommer toujours plus. Je reviendrai après sur la question de l'Europe, puisque tu as dit qu'on consommait moins en Europe. Mais j'y reviendrai après. Donc il y a la chose qui est importante, c'est que depuis, je vous dis, dans les 15 dernières années, enfin entre 2000 et 2015, si on regarde combien on a rajouté comme capacité de production nouvelle au système énergétique mondial, eh bien, en termes d'éolien, en termes de toutes les différentes filières, donc éolien, solaire, et puis également charbon, eh bien, on a rajouté 30 fois plus de charbon, entre 30 et 35 fois plus de charbon qu'on a rajouté de solaire. Et entre à peu près 10 fois plus que ce qu'on a rajouté en termes d'éolien. Voilà aujourd'hui concrètement au niveau mondial la réalité de la transition énergétique. Je veux dire, on rame, quand on veut aller dans le bon sens, ici ce sont des gens qui veulent aller dans le bon sens, on rame dans une direction, mais en fait on est en proue d'un paquebot qui va globalement dans l'autre sens. Hein. Voilà. Donc il faut que ce soit en remplacement d'eux, et donc il faut s'y mettre vraiment. En tout cas, c'était une des bases des travaux qu'on a menés chez Nouvelle Donne, lorsqu'on s'est posé la question, c'est quoi notre projet, et comment on gère comment on hiérarchise les priorités dans ce qu'il faut faire, ou ce qu'on pense qu'il faut faire. Et donc d'un côté, il faut cette transition énergétique vers les renouvelables, dont ne nous l'aurons pas, qui sera difficile, ne nous l'aurons pas, mais qui est possible. Et de l'autre côté, il faut changer nos différentes activités, la manière dont elles fonctionnent. Et nous pensons que la première des priorités est sur les transports, justement. Simplement parce qu'il n'y a pas de transport, il n'y a rien. Hein. Faut pas, voilà. S'il n'y a pas de transport, votre nourriture n'arrive pas jusqu'à votre assiette. Si vous habitez évidemment dans la campagne, c'est possible. Mais pour la grande majorité d'entre nous, les chaînes d'approvisionnement, c'est du pétrole. Donc il faut arriver à changer notre système de transport pour le dépétroliser, pour le rendre moins dépendant au pétrole. La deuxième priorité, c'est l'agriculture. L'agriculture, d'une part parce que c'est un gros contributeur évidemment du réchauffement, mais aussi et surtout parce qu'on a quand même besoin de bouffer, et une fois de plus, aujourd'hui, tel que c'est construit, sans pétrole, on n'y arrive pas. Le pétrole, dans la bouffe, il est du début, hein, c'est-à-dire des engrais qui sont des engrais qui demandent du pétrole. Il faut 6 litres de pétrole pour faire un litre d'engrais chimique. Voilà, c'est les moissonneuses batteuses, c'est les chèques du froid, etc. Juste une chose qu'on sait mal, les famines en Corée du Nord sont dues au fait qu'il n'y a pas de pétrole. C'est-à-dire que la Corée du Nord a été soutenue par l'URSS. Quand l'URSS s'est effondrée, tout le pétrole, ils ont mis tout le monde dans les champs en croyant que ça allait compenser, ça ne compensait rien du tout. Vous savez que c'est le seul pays qu'on ne voit pas la nuit en satellite parce que c'est un trou noir. Donc effectivement, la Corée du Nord donne une idée de ce qui se passe s'il n'y a plus de pétrole. On ne sait pas faire, déjà les gens ne savent plus que cultiver d'une part, et puis d'autre part, bon, ça on peut changer, hein, chacun de nous peut changer au niveau individuel, et à côté de ça, surtout, on a des terres qui sont gavées aux pesticides depuis maintenant plusieurs décennies. Si on arrêtait ces pesticides, c'est pas en un claquement de doigts qu'on va arriver à faire pousser des fraises dessus. Il faut les refaire vivre, il faut refaire vivre les sols, et ça prend, quand on peut y arriver, 5, 10, voire plus d'années. Donc, c'est pas du jour au lendemain qu'on va produire pour toute la France. Si jamais il y avait un vrai souci, bon, ça c'est une catastrophe, hein, c'est une catastrophe, mais s'il y avait un jour le robinet qui se coupait. Voilà. Ensuite, après les transports, l'agriculture, nous c'est les bâtiments, donc la rénovation, l'usage du bois beaucoup dans les bâtiments, l'industrie, notamment un certain nombre de procédés industriels qu'il est bon de revoir complètement, et puis le tertiaire également, qui n'est pas du tout négligeable en termes de consommation énergétique et d'impact sur le climat. Et en parallèle de ça, nos modes de vie. C'est-à-dire c'est bien gentil de dire aux gens changer de mode de vie, c'est un petit peu condescendant, néanmoins, oui, il va falloir qu'on s'y mette. Donc en tout cas, des différents modes de production et de consommation. Vient un moment où si on est écologiste, bon, je ne parle pas d'Europe Écologie Verts, je ne parle pas d'écologie politique, je veux dire, si on a une conscience écologique, vient un moment où il faut arriver à basculer de ce qu'on appelle l'écologie de l'offre, c'est-à-dire l'écologie de l'offre, c'est comment on peut fabriquer mieux, notamment l'énergie avec les renouvelables et compagnie, mais moi je ne change rien à ma vie, ou à la marge. À l'écologie de la demande, remettre en question ce que nous on demande, et ce dont on a besoin, ce qu'on consomme, etc. Et donc il faut vraiment opérer cette bascule. Aujourd'hui, il faut effectivement diviser par 2 notre consommation énergétique d'ici 2050, et ça c'est un minimum. Pour nous, ici en France,
Ce qui derrière implique une division par 4, voire 5 des dégagements de gaz à effet de serre si la transition énergétique se passe bien. Donc ça inclut tout le monde. Là où moi j'ai un petit bémol à ajouter sur ce qui a été dit avant, c'est que sur le fait qu'en Europe, par exemple, on consomme moins, au-delà du fait qu'il y a eu la crise qui est passée par là et que ça explique aussi un certain nombre de choses, c'est aussi beaucoup parce qu'on désindustrialise. On a externalisé nos consommations énergétiques, on a externalisé, en externalisant la fabrication des objets, puisque maintenant on les achète à l'étranger, ou ils sont faits à l'étranger avant de venir en France, et on a externalisé les dégagements de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que si on réfléchit effectivement au niveau de la France ou de l'Europe, c'est quoi sur le territoire qui est consommé? Ah oui, ça baisse. C'est quoi sur le territoire qui est émis? Ah oui, ça baisse. Si on considère ce que les gens, les émissions, enfin la consommation d'énergie ou les émissions liées à ce que les gens consomment, ça monte. Je suis désolé, mais vous ne faites pas d'efforts. Global. Tu veux réagir? Vas-y, prends. Donc, effectivement, c'est très important de prendre en compte ce que auparavant on appelait l'énergie grise. Donc, c'est en gros l'énergie qui a été utilisée et les émissions de gaz à effet de serre qui ont été émises pour construire votre téléphone portable qui a été assemblé en Chine, etc., etc. Et effectivement, il y a une différence. Et la situation est beaucoup moins rose lorsqu'on inclut cette énergie grise. Néanmoins, on continue à aller dans le bon sens. Je vous incite à aller sur un site qui s'appelle Carbon Atlas. Après, c'est très très dur de faire les méthodologies pour calculer tout ça. Comment est-ce que vous calculez les émissions de CO2 de votre ordinateur alors qu'il y a un truc qui a été fabriqué en Irlande, l'autre machin qui a été fabriqué au Japon, une partie en Chine? Quel est le mix électrique chinois? En fait, ça dépend des régions. Votre usine, elle est où? Elle est à côté d'une centrale à charbon. Là, c'est très mauvais, mais peut-être qu'en fait, elle a produit un moment où l'électricité était hydroélectrique, et dans ce cas-là, c'est très bon. Donc, c'est très très complexe. Mais si vous prenez l'estimation de Carbon Atlas, qui est une ONG, donc c'est pas un truc gouvernemental ou je ne sais quoi, la situation s'améliore. Donc en gros, les émissions territoriales, donc c'est-à-dire les choses qu'on a émises en Europe, c'est autour de moins 24% par rapport à 1990 aujourd'hui, moins 24%. Les émissions de consommation, alors je ne les ai plus en tête, vous pouvez les vérifier, mais c'est de l'ordre de moins 10%, mais je ne vais vraiment pas avancer sur un chiffre, il faut vérifier, mais ça baisse quand même. Au niveau européen. Au niveau européen. Peut-être sur le niveau français, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les chiffres sur la France. Bon. Et en ce qui me concerne, je ne vais pas rentrer dans un débat de chiffres, parce que moi non plus, je ne suis pas complètement certain des pourcentages et des machins. En tout cas, j'ai lu que ça avait augmenté. Et effectivement, je suis bien en peine de vous dire si c'était au niveau français ou européen, parce que je commence à me mélanger. Tu as raison au niveau français. Effectivement, quand on inclut, effectivement, on ne fait pas d'efforts, comme tu disais. Bon, d'accord. Bref, en tout cas, voilà. Relativisons un petit peu. Tout de même, quand on achète un iPhone, l'iPhone n'a pas été fabriqué en France. Il a des composants qui viennent de 17 pays différents. Et bon, ça pollue. Je voudrais terminer quand même sur quelque chose, sur l'agriculture, comme je disais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on mange trop de viande et de produits laitiers, essentiellement. Et on a des mauvaises méthodes de production en plus pour produire tout ça. On a un système, comme je disais, qui est pétrodépendant tout au long de la chaîne. Et donc c'est un problème écologique, c'est un problème de santé, c'est un problème économique, parce que c'est perfusé. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas les subventions de l'Union européenne, c'est un système qui s'effondre. C'est un système qui est accessoirement extrêmement mauvais également pour la santé, au final. Je crois que je l'avais déjà dit. Nous avons aujourd'hui, dans ce domaine-là, une solution quand même extraordinaire que les gens... je ne peux pas reparler de Sarkozy, mais enfin Sarkozy crache dessus allègrement, qui est l'agroécologie. C'est pourtant quelque chose qui est pas une histoire de bobo, quelque chose qui a été étudié longuement et validé par l'ONU comme une solution pour la grande majorité des régions du monde, et notamment pour notre pays. On rentre en polyculture, on fait de la rotation de culture avec des associations de culture. Vous remettez de la diversité génétique et non plus uniquement une seule variété avec des hybrides dans les champs. Vous arrêtez le labour. Vous mettez des engrais verts en culture intercalaire. Vous mettez du paillage, c'est-à-dire que vous ne laissez jamais le sol nu. Vous faites du semis sous couvert végétal. Vous optimisez l'usage de l'eau. Vous remettez des arbres pour faire des corridors écologiques. Vous réduisez les intrants avec ça, mais d'un facteur 10 ou 20. Les sols se régénèrent. Vous faites baisser les émissions
de CO2, de méthane et surtout de protoxyde d'azote d'une manière absolument spectaculaire. Et même dans certains cas, si vous vous débrouillez bien, ça peut stocker et non plus émettre des gaz à effet de serre. On peut même passer du statut de problème au statut de solution. Il y a un énorme gisement d'efforts à faire là. Il faut impérativement le faire. Et en plus, mais par contre, ce qui est difficile, c'est évidemment de changer ce modèle agricole. Vous savez quelles sont les forces de frottement. Il faut revenir à l'énergie libre tout à l'heure. Les forces de frottement qu'il y a pour changer ce système, il y a des blocages énormes, que ce soit les lobbies, que ce soit les gens qui travaillent là-dessus, qui sont dans des manières de travailler extrêmement fortement implantées depuis plusieurs décennies dans leur tête, que ce soit parce que, enfin, j'ai quasi fini. Dans une minute, je repose le micro. Et que ce soit enfin parce que nous avons des gens, des agriculteurs, même parmi ceux qui voudraient changer, qui sont surendettés, qui ne savent absolument pas comment s'en sortir. Donc c'est compliqué. Alors en plus de ça, on arrive dans un système où le climat nous dit que va y avoir des déplacements, des déplacements des barrières climatiques, et donc tout ça en plus est en train de changer. C'est extrêmement complexe. Mais on peut le faire. Et alors, une des grandes, je termine là-dessus, une des grandes idées sur laquelle j'aimerais insister, c'est qu'il est temps d'investir sur les innovations de rupture. Quand je dis innovation de rupture, je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Aujourd'hui, l'innovation, elle se vit comment, 90% des cas, parce que c'est là que vont les capitaux. Elle se vit comme un prolongement du système. Elle se vit comme on va être encore plus performant, encore plus vite, plus haut, plus fort, plus lourd, ou plus léger plutôt, etc. Et elle se vit comme on va créer de nouveaux besoins. Bon, pour nous, dans le travail qu'on a fourni chez Nouvelle Donne, il faut sortir de cette logique-là et rentrer dans une innovation beaucoup plus humble, qui est une innovation qui prend en compte les aspects environnementaux, et également les limitations en termes de matériaux, comme je disais tout à l'heure. Donc il faudrait faire une innovation où on crée des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, mais également des systèmes agricoles et tout un tas de choses qui utilisent le moins possible de matériaux rares qu'on ne trouve qu'à l'autre bout de la Terre, qui sont le plus simples possible, donc les plus réparables possibles, qui sont modulaires, réutilisables, recyclables. Et ça, c'est énormément de contraintes. Et ça serait une vraie innovation de rupture. On a une économie, après il y a des modèles économiques qu'il faut développer, vous en avez déjà parlé, donc l'économie de fonctionnalité par exemple, où on n'achète plus une voiture, mais on loue à un constructeur automobile un nombre de kilomètres. L'économie du partage, où on est plusieurs à utiliser un système, un véhicule ou autre. Il y a pas mal de modèles économiques qui existent, il faut véritablement les développer, et ça passe par vous, parce que ça c'est à vous, au niveau local, au niveau communautaire, des collectivités, qu'il faut développer ça. Et enfin, dernière chose, l'innovation, elle n'est pas que technologique. J'ai parlé que de technologie pour l'instant. Il nous faut une innovation culturelle, il nous faut une innovation sociale, il nous faut une innovation conceptuelle, comportementale, organisationnelle, institutionnelle. Il faut vraiment, en matière de gouvernance également, avoir une véritable innovation. Et tout ça, aujourd'hui, c'est le niveau zéro, c'est l'encéphalogramme de la grenouille, quoi, hein. Il y a très très peu de choses qui sont faites là-dessus, alors que tout dépend de ça. Je dis bien tout dépend de ça. Sans cela, les solutions technologiques qui seront développées par ailleurs permettront peut-être d'atténuer un petit peu, mais ne changeront pas fondamentalement le problème. Parce qu'on ne s'attaque jamais au problème. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un problème. Parce que tous les problèmes dont on parle dans notre société aujourd'hui ne sont pas des problèmes, ce sont des symptômes. On s'attaque aux symptômes, il y a un mal de crâne, on met de l'aspirine. Oui, n'empêche que si le mal de crâne est créé par un cancer du cerveau, le cancer va continuer à s'éclater. Donc il faut revenir aux causes des causes, et on ne le fait pas. Et voilà, donc c'est un changement de paradigme total qu'il faut mettre en route. On ne fera pas l'impasse sur une question fondamentale qui est pourquoi, c'est-à-dire dans quel but on fait les choses. La transition énergétique, on en parle beaucoup, c'est super. Et si demain, nous résolvions tous nos problèmes énergétiques? Et si demain, miraculeusement, dans un laboratoire, on nous sortait une énergie libre, gratuite, qui est non polluante, qui est accessible à tout le monde, parce qu'en plus, elle est super, pas du tout pour une minorité de gens très riches. Ce serait génial. Ce serait une catastrophe absolue. Parce que si on ne change pas le logiciel de notre société par ailleurs, et si on met à la disposition de cette société qui est prédatrice de la nature une énergie illimitée,
Bon, on va tout détruire encore plus vite, alors là, on va s'effondrer rapidement. Donc, il faut résoudre cette question énergétique, sinon on s'effondre. Mais si on ne fait que la résoudre, on va s'effondrer aussi, si on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Voilà. Merci beaucoup. Donc je me permets, parce qu'il faut qu'on avance, Mireille Martini est arrivée, donc du coup on va passer à un autre aspect, c'est le financement. Je vais du coup, sauf si mes collègues co-rédacteurs, etc., et peut-être qu'on va pas quand même passer par les co-rapporteurs, parce qu'il y a des questions qui valent peut-être le coup d'être énoncées, comme ça même Mireille et vous allez rester sur le plateau avec Mireille, et on aura les questions dans l'oreille, et peut-être qu'on va y répondre au fur et à mesure. Et donc juste avant ça, on va quand même se faire une petite pause avant d'attaquer cette dernière ligne droite, d'accord ? Mais j'ai l'impression que si on essaye de faire la synthèse, moi je sens, sur l'agriculture, il y aura une table ronde d'agriculture le 29 octobre, donc on va pouvoir développer beaucoup plus de choses. Et après, Arthur a voulu jouer, enfin tu as bien voulu accepter, je veux dire, le rôle un peu de celui qui met les grains de sable. Moi j'ai l'impression que vous êtes assez d'accord, chacun de vous, et simplement ce que tu poses, Arthur, c'est comme une espèce de niveau d'exigence encore plus grand, et de pas... et du coup, ça veut dire que j'ai l'impression qu'il y aurait encore un dialogue, ça serait presque l'objet d'une nouvelle table ronde, sur, justement, ok, une éolienne, combien ça consomme, combien de pétrole ça fait, enfin, d'entrer encore plus dans le détail de ces mécanismes-là. C'est-à-dire que le sérieux négawatt, il existe, et de remettre ça encore à l'échelle européenne, enfin... Il y aura un travail complémentaire. Moi, j'ai l'impression, vous connaissez peut-être un peu ou pas avant, donc pour nous déjà, c'est super intéressant de voir qu'on peut dialoguer, qu'il y a peut-être effectivement une complexité de la chose qu'il faut encore creuser sûrement pour peut-être encore plus vous expliquer les choses, vous convaincre et qu'on y aille encore plus vite, puisque c'est toute une question de délai. Et en même temps, avec ce que tu as introduit, Arthur, je retrouve les bases de ce qu'on a posé au tout début avec Jean Jouzel et Philippe Descola, ce changement de paradigme qu'il faut absolument aussi poser. Et c'est peut-être d'ailleurs là, je ne sais pas, mais si on a de l'espoir, c'est de se dire si effectivement on arrive à combiner des discours d'ingénieurs, comme tu disais, 1 gigawatt, on est un peu des ingénieurs, des discours de, je sais pas, de juristes, ou je sais pas comment on peut vous appeler, au niveau européen, etc., des discours de terrain, Enercop, une voix par personne et pas au nombre de parts, et en même temps, du coup, de faire que les producteurs et les consommateurs sont associés par les mêmes intérêts, etc. C'est si on arrivait à aller plus loin encore dans la combinaison de tout ça, que peut-être on aurait quelque chose qui serait encore plus convaincant pour vous, parce que vous sentirez bien que j'ai pas besoin d'être ingénieur, j'ai pas besoin d'être je sais pas quoi, mais effectivement, là, je sens que dans ce qu'on me propose, c'est riche et c'est multiple. Et peut-être que là, du coup, mes dernières hésitations, on y va parce qu'on sent que on est à un même bateau. On parlait des communs. Effectivement, le climat et ce qu'on rejette ou pas en Europe ou dans le monde, effectivement, on baigne tous dedans. Et que du coup, ça vaut le coup de s'y mettre beaucoup plus. Donc, si vous voulez bien, on va peut-être juste lister des questions. Après, on fera notre petit 5 minutes de pause, les dernières, avant d'entrer dans la dernière partie, où ça sera plutôt autour de Mireille, mais on vous garde tous sur le plateau, même Philippe, peut-être de revenir, pour aller plus loin encore dans des histoires de mécanismes de financement, mais de mettre du sens là-dedans aussi. Oui, donc un petit résumé. Il y a eu plusieurs questions effectivement relatives au changement de paradigme par rapport à la présentation du développement des énergies renouvelables, réseaux coopératifs. Mais finalement, est-ce que ça ne remet pas en cause notre modèle de développement? Et donc, plusieurs questions soulèvent ce point qui a été ensuite abordé par Arthur. Donc, je pense que on a à peu près tourné autour du sujet. Ça nécessiterait bien sûr des approfondissements. On a une autre série de questions. Alors, oui, il y a des questions qui s'adressent à l'Institut Jacques Delors, donc pour vous taquiner. Donc, ça serait bien qu'à un moment donné, on puisse les énoncer. Il y a aussi une question sur la responsabilité des grosses entreprises, des grosses firmes, et comment on peut faire pression sur elles. Et puis, donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'appliquer une pénalité fiscale aux biens consommateurs d'énergie? Et ensuite, il y a une question donc sur le fait d'associer les populations les plus populaires aux objectifs de réduction de consommation d'énergie, qu'on pourrait raccrocher à la question par rapport aux médias. Hein, voilà. Donc, ça serait bien quand même d'apporter des réponses à un moment donné dans vos interventions.
Donc, si vous voulez bien, puisque le temps nous est compté et que je trouve que déjà on a été productif et c'était intense, donc on se prend ces 5 minutes de pause et on revient donc pour la dernière séquence autour de Mireille. Et peut-être que ces questions justement vont trouver une réponse, ou en tout cas ceux qui avaient des questions taquines par rapport à Thomas, n'hésitez pas à lui poser maintenant dans la pause. Merci, à tout de suite.